Bonsoir à tous. L'onde de choc du vote du 9 février 2014 qui vise à introduire des quotas d'étrangers en Suisse n'est pas encore retombée. La mesure n'est pas encore appliquée car elle menace les accords bilatéraux avec l'Europe. Et nos diplomates sont face à un vrai casse-tête. Quoi qu'il en soit, ce vote a révélé dans les urnes l'immense malaise, la défiance même, à l'égard d'une catégorie d'étrangers en particulier, les frontaliers. À temps présent, nous le savons bien, chaque fois que nous vous avons proposé un reportage lié à la question frontalière, notre boîte aux lettres, nos forums ont été submergés de courriers, parfois à la limite de la décence et, disons-le franchement, de la haine insupportable. Alors pour tordre le cou une fois pour toutes aux mythes, aux rumeurs, aux fausses informations, nous vous proposons ce soir une enquête solide qui répond à tout cela. Les frontaliers volent-ils le travail des Suisses? Sont-ils pistonnés par leurs compatriotes? Font-ils plonger le niveau des salaires? Dans cette enquête signée Laurent Nègre et Dominique Vimin, vous le verrez, pas d'angélisme, des faits bruts et froids. Non, les frontaliers ne font pas exploser le chômage. Non, tous les frontaliers ne sont pas pistonnés. Non, ils ne font pas baisser les salaires, en tout cas pas lorsque leurs employeurs respectent la loi. Mais oui, en effet, la concurrence peut être vive parfois pour les Suisses dans certains secteurs. Oui aussi, les frontaliers occupent des jobs que les Suisses ne veulent plus faire. Et oui aussi, si les mesures de surveillance ne sont pas renforcées, les risques d'abus par des employeurs suisses peu scrupuleux et profiteurs sont importants. Regardez. Imaginez si demain, tous les frontaliers étaient embauchés 20% de moins que leurs collègues, genevois. Évidemment, on embaucherait prioritairement les travailleurs frontaliers et ça serait une catastrophe. Un frontalier coûte moins cher qu'un Suisse. Ils ne trouvent pas forcément de travail chez eux, donc forcément ils viennent en Suisse et puis, je sais pas moi, mais je pense qu'ils sont d'accord d'être payés moins que les autres en fait. Il ne faut pas venir me plaindre parce qu'il y a beaucoup de kilomètres, il y a beaucoup de temps sur la route. Nous, on doit faire la même chose et puis à la fin du mois, on n'a pas un salaire x2 ou x3. Une personne de Normandie se débrouillait très bien avec un salaire de 1500 en Normandie. Quand il vient ici, il devient tout fou. S'il y a une offre très serrée de places, ceux qui offrent ont évidemment le couteau par le manche et peuvent faire pression sur les salaires. Qui fixe le salaire, qui donne, qui paye le salaire, c'est le patron, c'est pas le frontalier. Si vous voyez votre place de travail prise par un frontalier, vous estimez avoir les compétences et vous auriez pu occuper ce poste de travail, il y a une grande frustration. Il vaut mieux trouver quelque part des frontaliers qui permettent à l'entreprise de continuer plutôt que de continuer à chercher des Suisses qu'on ne trouve pas. Les frontaliers qui viennent là, ça nous bouche les autoroutes et puis tout ça c'est sûr, ça. Mais je pense il n'y aura pas les frontaliers, il y aura plus de Suisses qui rouleront avec la voiture. Un qui roule tout le temps sur la gauche, alors de toute façon c'est un Français. Hein. Et puis celui-là qui ne met pas le signe à fil, c'est aussi un Français. Ils doivent avoir ça en option sur leur voiture, je ne sais pas. Verena travaille depuis 30 ans dans une grande surface du canton de Vaud. Elle passe plus ou moins 2 heures par jour dans sa voiture pour aller à son travail et en revenir. En arrière. Attention. Qu'est-ce que c'est finalement le problème avec les frontaliers? C'est le rouspéteur. Celui-là qui se plaint parce qu'il a un long trajet, qu'il faut laisser les enfants tôt le matin et les voir tard le soir. Il faut arrêter à se plaindre parce que s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont voulu. Franchement, ça m'énerve. Parce que si moi, un jour, j'ai un problème avec du travail ou je sais pas quoi, moi, je peux pas aller travailler en France. Je pourrais pas vivre avec le salaire que je touche en France. Si eux, ils viennent ici, c'est qu'ils ont eu de la chance de pouvoir trouver un travail ici et puis qu'ils peuvent venir travailler là. Du moment où ils font le même travail que moi, qu'ils gagnent la même chose, ça c'est normal. Ça c'est que normal. Parce qu'en plus, il faut se dire, si eux ils gagneront moins, les patrons ils auront pour embaucher les frontaliers. Et puis alors on aura plus des Suisses au social, au chômage. Ce jeune chômeur doit protéger son identité. Il y a quelque temps, il s'est fait virer avec son frère d'une entreprise sans raison apparente. Peut-être qu'ils nous payaient plus cher, mais ça, j'ai pas de preuves.
Et sinon, on n'était pas français. Lui, il était français. Il avait ses collègues français autour. Et je pense qu'il y a eu une préférence de ses potes et des gens qui vivent la même chose que lui. Moi, franchement, je suis un patron. Les règles me permettent d'engager moins cher. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelques années, Patrick a été chargé par son ex-entreprise, basée en Suisse allemande, de s'occuper de ressources humaines. Il s'agissait de recruter du personnel pour la Suisse romande. La consigne était on ne peut plus claire. Mon PDG m'a donné l'ordre à l'époque, tu ne regardes et tu engages des frontaliers pour que ça nous coûte le moins cher possible. Ce qui m'a relativement choqué à l'époque parce que je me suis dit, je suis d'accord que des frontaliers viennent travailler si vraiment sur tout le territoire suisse on trouve personne qui puisse faire la mission. Les dossiers que j'avais en dehors de Suisse, c'était des gens qui ne venaient pas du tout de notre branche, pas de notre métier. J'avais quasiment des gens qui étaient au niveau ingénieur ou psychologue ou des titres universitaires. Le métier, ça ne les intéressait pas. C'était de décrocher, parce que la plupart n'avaient jamais travaillé en Suisse, c'était d'avoir le plus vite possible un contrat de travail en Suisse, de pouvoir venir travailler en Suisse. Les frontaliers étaient prêts à accepter facilement 500, si ce n'est pas 1000 francs de moins, pour décrocher le job. Pour eux, c'était de toute façon le double ou le triple de ce qu'ils auraient gagné à la maison, enfin dans leur pays. Pour protéger son emploi, Liliane a refusé de parler à visage découvert. Le frontalier, il fait partie de son environnement professionnel. Faut dire que comme résidente suisse, elle est en minorité dans son secteur d'activité. Son point de vue est encore plus sévère. Les frontaliers de maintenant, mais c'est juste la catastrophe. Ils viennent là que pour l'argent, on voit qu'ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont aucun respect de rien du tout. Ils viennent que pour l'argent, il faut le dire, il n'y a que ça qui compte. Vous pensez que vous êtes menacé dans votre place de travail? C'est sûr, parce qu'on m'a même déjà proposé de descendre mon salaire. Et puis, moi, je dis que je vis en Suisse, donc pour moi, ça ne serait pas possible. Si les gens qui vivent en Suisse, on leur proposait un salaire décent, je pense qu'il y a quand même des gens qui cherchent du travail et qui seraient heureux de pouvoir travailler. L'emploi est beaucoup plus précaire pour un frontalier. Quand on va virer quelqu'un, on va virer d'abord des frontaliers. Ah non, alors ça, je ne suis pas d'accord avec vous. On vire d'abord un Suisse et après on virera le frontalier, vraiment en dernier recours. Le mouvement citoyen genevois joue complètement sur ce ressenti, sur le ressentiment de ces témoins anonymes. Ça fait bien une dizaine d'années que le thème anti-frontalier nourrit le discours du parti. Bonjour monsieur, dame. Hop, bonjour. C'est pas grave. Bonjour mademoiselle. Comment ça va? Bien et vous? Ça va? Ils sont bonnes les mangues? Bon. Bonjour. Le 19 avril 2015, Eric Stauffer du MCG est candidat à sa réélection à la mairie d'Aunay. À voter. Pour la ville d'Aunay, en tête Caroline Cast, suivi de Ruth Penzinger. De gauche. Et en troisième position, François Mumenthaler. Et il m'a dépassé. Wow. Il est éliminé au premier tour. Le slogan « Zéro frontalier a vécu ». C'est peut-être pas une très bonne nouvelle visiblement pour le MCG actuellement. Pourtant, le perdant du jour garde le cap. Celui qui vient prétendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de corrélation entre le chômage et la main-d'œuvre frontalière est au pire un menteur et au mieux quelqu'un de pas intelligent. On dit à tous les résidents genevois, écoutez, vous serez une population d'assistés, parce que sur les 3 millions de chômeurs qu'il y a en France, on va toujours trouver le gars qui a la certification de plus, les années d'expérience de plus, et qu'à compétence égale, vous n'êtes pas égal, donc on va engager le frontalier en priorité. À ce jeu-là, socialement, nous sommes morts. D'accord, elle vous attend là-bas. On passe la frontière. Du côté d'Annemasse, où se trouve le siège du groupement transfrontalier européen. Celui-ci défend les intérêts des frontaliers. Et là aussi, on est inquiet du ressentiment qui grandit côté suisse.
C'est plus d'1 travailleur sur 4 qui est frontalier. C'est énorme. Ce sont à peu près 100 000 personnes qui, tous les jours, passent la frontière pour aller travailler à Genève. Ce phénomène de masse crée un sentiment un peu d'envahissement. Quand vous avez un salaire de 1 200 € de ce côté-ci de la frontière et qu'on vous propose de l'autre côté 2 500 francs suisses, ça vous paraît une très bonne opportunité. Il est impératif qu'il n'y ait pas de dumping salarial sur les travailleurs frontaliers. Sinon, on va vers une explosion sociale, c'est une évidence. Jean-François Besson, Eric Stauffer, réunis par la même crainte. Étonnant, non? Et pour nos témoins, la sous-enchère salariale est au cœur du problème. Alors, mythe ou réalité? Ce reportage vérifie directement sur le terrain s'il y a lieu de s'inquiéter. 6 heures du matin, Genève s'éveille. Les travailleurs frontaliers sont déjà sur les trottoirs qui jouxtent les entreprises de construction, comme celle de Simon Borga. Vous avez un peu la rage par rapport à ce qu'on dit sur les frontaliers? Oh, je me calme, mais ouais, on a envie de s'énerver un peu parce que c'est tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y a un problème général, mais on pourrait tous se mettre autour de la table intelligemment, mais ça, même les partis politiques ne sont pas capables de le faire. Alors, nous, on ne peut rien faire derrière. Hein. Mais oui, on est un peu énervé. Ouais, je pense que ce côté anti-frontalier est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est évident que nous, si demain on n'a plus de frontaliers, il faudra qu'on trouve du personnel. Donc il faudra nous... Bon. Je crois savoir qu'il y a à peu près 90 000 frontaliers et 25 000 chômeurs. Donc c'est pas en arrêtant les frontaliers que ça va résoudre le problème des chômeurs. Au niveau salaire, ils sont payés la même chose que les Suisses? Alors de toute façon, nous, on a des conventions collectives. On est obligé de payer tout le monde de la même façon. Qui c'est qui travaille là? Ils viennent d'où, ces gens qui viennent bosser là? Alors, de toute façon, ils viennent en grande partie de France. Tous les fixes sont des gens suisses, italiens, portugais. Mais tout ce qui est temporaire vient beaucoup de la France. Nos métiers qui sont le métier de l'étanchéité, qui sont des métiers durs, hein, physiques, c'est aussi on se brûle avec le bitume, c'est quand même des métiers assez durs. On voit bien en France qui a fait les routes, hein, il y a 50 ans en arrière, on a fait appel quand même à des gens d'Afrique du Nord pour faire ces métiers-là. Nous, on fait quand même des métiers de ce genre-là. Et c'est clair qu'en Suisse, ça va être dur de trouver des jeunes Suisses qui auront envie de faire ça. Nous sommes retournés à l'école pour vérifier, au centre de formation des apprentis à Genève. Voir un peu ce qui se passe dans la filière du bâtiment. Dans cette classe de chauffagistes et de carreleurs, le gros de la troupe vient de France. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec le CFC qui sont sur les chantiers. Si les Suisses ne veulent pas faire nos métiers, il faut bien que quelqu'un le fasse. On a juste à regarder dans la classe. On a commencé, on était 12, il y avait 8 Français, 4 Suisses. Nous qui sommes Français et qui passons un CFC comme les Suisses, on est doublement favorisés. C'est-à-dire? Déjà, c'est-à-dire doublement favorisés? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une convention collective qui oblige les patrons à nous payer à 4 500, mais d'un côté, on est Français et ils se disent que peut-être qu'ils pourront nous laisser à 4 500 ou 5 000. Pour moi, qui ai fait mon apprentissage en Suisse, qui sait comment ça marche et puis j'ai quand même envie aussi d'être augmenté, bien sûr que j'essaierai de me faire augmenter, mais si certaines personnes préfèrent garder leur emploi et pas se faire augmenter, ils le feront, des Français. J'ai un nouveau chef de chantier, il vient d'Orléans. J'ai quelques soudeurs qui ont passé des qualifications en France qui viennent de Roubaix. Par là-bas, c'est vrai, ça vient de partout. C'est un peu ce genre de personnes qui arrivent à tirer les salaires vers le bas. Personne de Normandie se débrouillait très bien avec un salaire de 1 500 en Normandie. Quand il vient ici, il devient tout fou. Parce qu'il se dit qu'avec 1 500, je me débrouille bien, mais alors si j'ai 5 000, là, c'est terminé. Bon, une connaissance. Après, je ne vais pas le dire le nom de la boîte, mais il a fini son apprentissage dans une boîte. Puis après, son patron lui proposait, je crois, 18 francs de l'heure. Alors que normalement, un carreleur avec CFC, il doit te payer plus. C'est-à-dire, c'est combien, carreleur avec CFC? Moi, j'avais demandé, c'est 29,30 normalement, mais avec... Oui, les 2 premières années, il y a un peu ouais, moins. Voilà. Mais c'est quoi, c'est 27? Ouais, c'est 27, par là. Et là, il lui proposait 18? 18. Puis, il a dit qu'à ces prix-là, il pouvait avoir 2 autres personnes, quoi. Si vous proposez des alternatives avec ça, ils sont embêtés. 2 pour le prix d'un, c'est tentant pour un employeur. Heureusement, des contrôles existent. On essaie de vous
C'est à Genève qu'on en fait le plus, en particulier dans le secteur de la construction. Voilà ce que ça veut dire. Nous nous sommes mis dans le sillage des inspecteurs du bureau de contrôle des chantiers. Leur mission, s'assurer qu'il n'y a pas de sous-enchère salariale et que les travailleurs sont déclarés. Ces contrôles concernent autant les résidents suisses que les frontaliers. Ils sont quotidiens et se font toujours à l'improviste. Vous avez un document de légitimation, s'il vous plaît. Alors on va essayer de vous retrouver avec le système. Hein. Genève? Non, non, elle est sur canton de Vaud. Voilà. Ah, voilà. Et lui, il est sous-traitant pour méchamment. Non, il n'est pas sous-traitant. Il est engagé. Si. Non, non, il est sous-traitant. Il avait dit qu'il était en retraite. Parce que lui, il est Cosbat. Il est sous-traitant, il est chez Cosbat, mais il nous a sous-traitant. On est quand on met le téléphone sur le bon. OK. Et là, stop. Là, il y avait une personne qui n'est apparemment pas déclarée aux assurances sociales. On a pris quelques garanties en faisant des téléphones. C'est avéré. Donc, on a sommé l'entreprise de se mettre en ordre. Et tant qu'ils ne sont pas en ordre, ils doivent arrêter l'activité sur ce chantier. On a vérifié à la caisse. Il y en a 1 sur 3 qui n'est pas déclaré. Donc, c'est stop. C'est stop. Voilà. Donc, il n'y a pas de discussion possible. 0,1,200. C'est juste tout à haut. Ouais, non, isolot, c'est un haut à la place du haut. Vous êtes frontalier, vous travaillez sur chantier ici? Je suis à Bellegarde, je suis sur Bellegarde. Quoi. Sinon, moi, je viens un peu plus loin, je viens de la Picardie, là, du Nord. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir là? Ouais, c'est un peu le travail, il n'y a plus de boulot, alors voilà. Quoi. Puis j'ai ma famille, j'ai mes enfants, enfin j'ai ma fille qui est là. Les Suisses râlent un peu, ils disent parfois que vous leur piquez du boulot. Vous avez cette impression-là? Ouais, c'est un peu partout pareil, je pense. Après, je pense qu'il y a un échange, même le Suisse vient aussi sur France aussi. Bon. En moins d'une heure, une dizaine de travailleurs ont été renvoyés à la maison. Apparemment, ici, le problème du dumping salarial n'est pas du côté du frontalier, mais du travailleur résident. Aujourd'hui, c'était un peu la routine, c'était normal de trouver des cas litigieux? On en trouve malheureusement tous les jours. Donc, je ne vais pas dire que c'est une routine, mais on espère que ça ne devienne pas une routine. Mais il n'y a pas de jours qui passent sans qu'il y ait des cas ou qui donnent lieu à la rédaction d'un rapport. Du côté frontalier, ça se passe relativement bien puisque les frontaliers ont un permis, le permis G, et ils sont soumis aux conventions collectives de travail comme n'importe quel autre travailleur sur le marché. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est que quand un frontalier, enfin celui qui va devenir frontalier, trouve sa première entreprise, naturellement, il est content de trouver un employeur. Peut-être qu'il va accepter le salaire minimum au départ. Mais très rapidement, il se rend compte, il discute avec ses collègues que le salaire moyen est plus haut. Et il va demander aussi à monter son salaire, ce qui, en général, il obtient satisfaction. Et les gens vont là où ils ont intérêt à aller. Il y a du travail en Suisse et à Genève en cas particulier. Il manque d'appartements et ça c'est une notoriété publique. Donc il y a des gens qui vont chercher des appartements de l'autre côté de la frontière et du travail de ce côté. Je trouve que c'est un échange assez raisonnable. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier les 20 000 ou 30 000 Suisses qui vivent en France voisine et travaillent à Genève. Eux aussi sont frontaliers. Des frontaliers d'une autre catégorie qui font monter les prix de l'immobilier et nourrissent les bouchons sur les routes transfrontalières. La croissance très ou trop rapide de la région Genève fait que les infrastructures ont de la peine à suivre des deux côtés. À Genève, mais aussi dans le canton de Vaud à Vallorbe, au Locle, les flux du trafic se ressemblent. Le canton de Neuchâtel, c'est 11 000 frontaliers. Et la porte d'entrée principale pour ces frontaliers, c'est le Locle. Au Locle, 38% des actifs viennent de l'autre côté de la frontière. Malgré la vitalité du tissu industriel, on compte 7 à 8% de chômeurs dans la commune du Locle. Un record dans le canton.
à se demander s'il y a un lien, une corrélation entre les envahisseurs et le taux de chômage. On a besoin des frontaliers. Par contre, c'est vrai que si vous voyez votre place de travail prise par un frontalier, vous estimez avoir les compétences et vous auriez pu occuper ce poste de travail, il y a une grande frustration. On a de la peine à expliquer à la population qu'il y a des places de travail qui se créent au local et qu'en parallèle, le taux du chômage, il augmente aussi. Le discours que je tiens aussi aux entreprises, c'est d'essayer d'engager local, d'engager sur place pour des raisons aussi pratiques et pour la paix des ménages, pour éviter toute tension ultérieure. C'est dans cette optique-là, mais je ne trouve pas que c'est drôle de dire on va vous donner tant de francs par Neuchâtelois que vous allez engager. Ici, dans cette entreprise du Locle spécialisée dans la micromécanique, s'activent 170 employés, tous au régime d'une convention collective de travail. Le personnel compte 65% de frontaliers. Certaines entreprises de la région vont bien au-delà, jusqu'à 80% de frontaliers. Nous avons rencontré Pierre Castella, un patron bien ancré dans la région depuis longtemps. Il est d'une franchise étonnante. Dans son entreprise, on n'a pas toujours été contre le dumping salarial. Ça a été le cas, mais c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. Si vous regardez chez nous, nous ne pourrons pas engager un frontalier plus bas qu'un résident parce que sinon, il partirait dans une autre entreprise. Si vous regardez chez nous, le salaire minimum, il est de 4070 francs pour quelqu'un qui n'a pas de qualification. Sous-enchère de compétences ? Vous pensez donc des gens plus qualifiés qui occupent un poste moins qualifié ? C'est possible, c'est possible. L'essentiel, c'est d'avoir la meilleure personne pour le poste à occuper. Nous sommes ici à 2 km de la frontière française. Si vous tirez un cercle avec un rayon de 30 km autour de notre entreprise, la moitié du cercle se trouve en France. Donc la moitié du bassin d'alimentation naturel se trouve en France. Et pour recruter du personnel qualifié, nous passons toujours par les ressources humaines. Nous avions avant une responsable qui était frontalière, qui naturellement essayait toujours d'engager des gens de sa région, de sa famille, de ses connaissances. Et maintenant, nous avons changé de responsable. Nous avons une responsable qui habite ici en Suisse. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut trouver dans la région, en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, des gens qualifiés dont nous avons besoin. Alors qu'avant, ça paraissait impossible. Actuellement, toutes les nouvelles personnes que nous avons engagées, c'est des personnes résidentes. Nous sommes quand même une entreprise suisse. Vous avez eu l'impression que vous perdiez quelque chose en ayant un peu trop de monde ? Vous perdiez quoi ? On perdait cette identité, on perdait un certain soin, souvent les gens ici sont un petit peu plus méticuleux, ils sont peut-être un petit peu plus perfectionnistes que les gens qui viennent de l'autre côté de la frontière. Il y a suffisamment de gens non qualifiés ici dans la région. Et chez nous, c'est interdit d'engager des non qualifiés frontaliers, puisque nous en avons. C'est important d'avoir des entreprises en main de gens de la région. Nous avons beaucoup d'entreprises ici qui sont des filiales de multinationales. Eux, le développement de la région, ce n'est pas leur souci premier, ce qui fait que même au niveau des ressources humaines, quelle que soit la nationalité des responsables des ressources humaines, eux, ils veulent simplement avoir des gens qualifiés. Aujourd'hui, l'objectif chez Dixie Polytools, c'est d'arriver à une répartition 50-50 entre frontaliers et résidents. Mais on peut faire encore plus fort. On reste dans le canton de Neuchâtel. Dans cette petite entreprise du Val-de-Rue, David Guénin, le patron, mise carrément sur le zéro frontalier. Lui, il a surtout besoin d'employés peu qualifiés, vivant dans la région, destinés à des travaux très spécifiques.
Aujourd'hui, on en a 0, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas dans le futur. C'est vraiment un temps T qu'on n'a pas de frontaliers, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi, on a aussi cette notion de responsabilité sociale, civique. On estime que c'est aussi important d'engager des gens qui vivent ici, qui payent des impôts dans le canton. Ne pas avoir de frontaliers, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à l'extérieur, dans le sens où on a beaucoup de nationalités, beaucoup de cultures différentes, de religions différentes dans l'entreprise. Le réflexe, quand j'ai un poste à repourvoir, je contacte tout de suite l'ORP. J'ai un conseiller qui m'est assez fidèle et puis il connaît bien l'entreprise, ça veut dire qu'il connaît aussi un petit peu nos critères d'engagement et puis il arrive à déjà faire un premier tri, à vraiment fonctionner en présélection des dossiers et puis ça me permet, disons, de faire des recrutements qui sont assez fréquemment positifs. Aujourd'hui, je dirais 70% des collaborateurs habitent le Val-de-Rue. Donc on a quand même nos employés qui habitent très proche de l'entreprise. On a des gens qui viennent travailler en trottinette, à vélo, à pied, avec les transports publics. Je pars du principe que quelqu'un finalement qui se plaît dans une entreprise, qui y trouve un certain nombre d'avantages, qui est aussi relativement proche de l'entreprise, va rester plus longtemps dans l'entreprise. Et probablement qu'une personne qui doit faire plus de trajets et qui a moins la notion de stabilité, d'investissement à long terme dans l'entreprise, ce sera plus difficile. Le frontalier qualifié, il a le choix actuellement sur le marché de l'emploi aujourd'hui dans la région, ça c'est clair. David Guédin travaille bien sûr avec des personnes qui adhèrent à cette idée de proximité et de fidélisation, comme David D, responsable d'atelier chez Gimel. Il connaît bien les frontaliers. Il a travaillé dans une entreprise de la région dont la majorité des employés viennent de l'autre côté. Ce sont des personnes quand même qui sont privilégiées, ça de toute façon. C'est clair que de leur côté, ils profitent du système. Ils viennent ici, ils veulent s'imposer, alors qu'en fin de compte, on leur donne quand même du travail. Ils devraient être contents, satisfaits et en rester là. Et c'est vrai qu'ils cherchent à chaque fois à essayer de nous passer devant. Ils viennent ici pour travailler, mais ils vivent en France. Donc automatiquement, la vie en elle-même, elle est quand même plus facile pour eux. Si on prend un salaire moyen en France, ils tournent autour des 1000, 1200 euros. Ils viennent ici, ils sont même à 3500, 3600 francs. Ils gagnent 3 fois plus. Par contre, ils dépensent 3 fois moins là-bas. Ils prennent des risques. C'est les premiers à être licenciés, ils peuvent perdre leur boulot. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, automatiquement, ces entreprises savent très bien pourquoi ils engagent ces personnes. Ça leur coûte aussi moins cher. Comment ça leur coûte moins cher? Un frontalier coûte moins cher qu'un Suisse. Mais pourquoi? Parce que c'est des salaires conventionnés. Il y a des... Normalement. Ce qui veut dire qu'il y a un petit peu de sous-enchère salariale quand même. Oui. Ça, vous le savez, vous êtes sûr, ou c'est un peu une impression? Non, c'est une impression. Maintenant, c'est clair que j'ai pas une feuille avec des chiffres qui sont indiqués. Mais ça, c'est mon avis. C'est mon avis. On prend de la hauteur, on traverse la frontière au Locle et en moins de 20 minutes, on se retrouve à Morteau. Petite bourgade frontalière qui alimente avec ses travailleurs l'industrieux arc jurassien depuis toujours. Morteau, 6 h du matin. Les frontaliers attendent le train pour la Suisse. Ce train qu'on appelle la ligne des horlogers. Non seulement ces frontaliers trouvent du travail en Suisse, mais en plus, ils sont beaucoup mieux payés et le travail est intéressant. C'est la ruée vers l'or. Ça se passe comment pour trouver du travail en Suisse quand on est en Bretagne à l'autre bout de la France? Là, j'ai vu une annonce sur Internet. Du coup, j'ai fait l'aller-retour pour passer un entretien et puis ça a été conclu. Vous êtes beaucoup de frontaliers à travailler dans cette entreprise? Oui. Il y a un gros pourcentage de frontaliers. Ouais. Vous pensez combien? Plus de la moitié? Ouais, plus de la moitié. Puis vous êtes bien payé en Suisse, ça va? Ouais, par rapport à la France, ouais. Vous pensez qu'ils vous ont pris parce que vous étiez un petit peu moins cher frontalier ou c'est parce que finalement vous aviez les compétences? Je pense que c'est une combinaison des deux. Ça vous sentez que vous êtes un peu moins payé que les Suisses? Quand je suis arrivé ici, je m'en doutais pas, mais au final, avec le temps, on s'en rend compte.
Comment vous vous rendez quand vous discutez En discutant avec les Suisses, en discutant avec tout le monde. Quand je suis arrivé, je devais être payé aussi cher qu'un apprenti qui sortait de l'école, alors que j'avais déjà l'expérience, quoi. Ils vous ont augmenté depuis? Ah ouais, ouais. J'étais gendarme avant et j'ai quitté suite à une opportunité que j'avais sur Suisse. Je faisais partie d'associations, je faisais du sport et puis j'ai appris qu'il y avait un poste qui pouvait m'intéresser dans cette entreprise et puis j'ai postulé. Et vous êtes payé comme les Suisses? Je ne sais pas comment ils sont payés, c'est un sujet qu'on n'évoque pas avec les collègues en général. Vous savez qu'il y a 8% de chômage dans la région du Locle et il y en a seulement 5% à Morteau. C'est Tant mieux. Ouais, pour les Suisses. Pour nous aussi. Vous aviez des compétences particulières pour qu'on vous engage là? Non, pas spécialement. Non. Vous faites quoi comme travail? Je suis mécanicien. Vous pensez que vous avez des compétences spécifiques qui vous permettent de trouver facilement un travail en Suisse? Oui, on peut le dire, oui. On peut le dire. Il y a beaucoup de Français frontaliers qui travaillent dans cette entreprise? On est à peu près 50%. Vous entendez parfois un peu parler du ressentiment des Suisses par rapport à des Français? Bien sûr, oui. Quand les périodes sont dures, la Suisse critique les Français, et ainsi de suite, quoi. Et s'il y a une baisse de la conjoncture, s'il y a des problèmes, voilà. Si vous êtes les premiers menacés? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui est logique. C'est le fonctionnement de la Suisse. On revient à Morteau. Nous allons à la rencontre des horlogers du futur. Ils viennent de toute la France. Ils se destinent à travailler dans l'horlogerie suisse. Beaucoup sont internes dans ce coin perdu de France. Bientôt, ils gagneront 2 ou 3 fois plus que leurs collègues français. Pour ces futurs horlogers, la première étape avant de débarquer dans l'Eldorado suisse, c'est l'école de haute horlogerie de Morteau. Formation très prisée des industriels suisses. C'est là qu'on trouve les meilleurs horlogers de France, comme Mathieu par exemple. Fils de frontalier alsacien, il a de l'ambition et une belle montre. Sur votre montre, il est quelle heure? Elle n'est pas à l'heure. Comme la plupart de ses camarades, Mathieu est prêt à rentrer dans le monde merveilleux de l'horlogerie Made in Switzerland. Mais c'est quoi son projet? C'est trouver une place de travail en Suisse ou en France. Et puis... En France, ça se trouve? Plus difficilement. Et ce qui est intéressant, c'est l'intérêt du travail ou le salaire, c'est quand même un atout? Je dirais les deux. Après, c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas le même niveau de travail. Il y a des places de travail où le travail est beaucoup plus intéressant. Et puis après, c'est vrai que le salaire, c'est pas le même. Vous avez une montre? Non, j'en ai pas au poignet. Vous mettez jamais une montre? Si, mais généralement, en fait, elles sont toutes chez moi. Même combat, même passion pour Gaëtan qui envisage évidemment de travailler en Suisse. C'est un peu le berceau de l'horlogerie. C'est là où il y a tout. Mais en France, ça n'existe pas? Si, mais c'est plus prestigieux en Suisse après. Il y a plus de choix, plus de choses à faire. Est-ce que l'argument salaire, c'est important? Oh, quand même un petit peu. C'est toujours c'est un plus. Il y a la passion, il y a aussi le salaire. Il y en a, ils ont fait des stages, ils ont été payés, certains, une grande somme. C'est-à-dire? Il y en a, ils ont été payés 3000 francs suisses pour 6 semaines de stage. Ça fait rêver? Ça fait beaucoup d'argent surtout. Mathieu, Gaëtan, programmé comme 90% des élèves de l'école d'horlogerie de Morteau pour travailler en Suisse. Surprenant, non? Si nous plaçons tous nos lauréats sur Suisse, c'est qu'effectivement la Suisse n'en forme peut-être pas assez. C'est cartésien. Nos élèves auront leur diplôme début juillet et ils ont déjà leur contrat. Si on prend les chiffres du chômage des deux côtés de la frontière, c'est à 8% au Locle et seulement 5 à 6% à Morteau. On est devant un paradoxe. Il y a un paradoxe, il y a deux réponses à ça. Soit la qualité des formations est extraordinaire et on préfère cette solution-là, soit pour les entreprises, c'est plus intéressant d'avoir un frontalier que d'avoir un autochtone sur les listes de son personnel. Le français est plus souple?
La loi est plus souple pour les entreprises suisses. Peut-être pas le français. Il suffit de regarder ce qui se passe côté France. Et si les entreprises ne viennent pas sur notre territoire, c'est que je ne pense pas qu'on puisse dire que le français soit plus souple sur les lois sociales. Non, non. Elles sont suisses, elles sont françaises, elles sont internationales. Les entreprises s'entassent dans le paysage entre le Locle et la Chaux-de-Fonds. Évidemment, la très forte concentration de frontaliers fait elle aussi partie du décor et surtout des règles du jeu. Pourtant, les pourcentages peuvent varier d'un extrême à l'autre dans les entreprises de la région. Si le 0% de frontaliers est une exception, le 80% est fréquent. Globalement, la moitié des horlogers viennent de France. Incontournable, elle aussi, l'école d'horlogerie du Locle. Aujourd'hui, elle doit se faire sa place à côté de celle de Morteau. On a besoin des frontaliers parce qu'il n'y a pas assez de formation, de gens formés ici. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une région, sur Neuchâtel, où énormément d'entreprises appartiennent à des groupes français, ou qui ont une structure qui n'est plus composée de personnes venant de la région avec des formations suisses. À partir de ce principe-là, quand vous avez un directeur RH, une directrice RH, qui vient de France, qui vient de Paris, qui doit engager du monde, elle n'a aucune idée de ce que c'est les formations suisses. Aucune. De loin, de près de loin, le nombre d'années, les finalités, les compétences, ça c'est quelque chose qui lui échappe complètement. Il y a un réseau dans ces entreprises-là qui fait que, oui, c'est pas la compétence qui va primer, mais ce sera le réseau. Il n'y a pas que le diplôme qui compte aujourd'hui, il y a aussi l'attitude, la présentation. En résumé, il ne faut pas oublier de soigner l'emballage pour convaincre. Un bon horloger, s'il est introverti, cela ne va pas poser problème, même ça va être apprécié. Alors, quand on cherche un premier emploi, généralement, ce n'est pas auprès du chef d'atelier qu'on doit se vendre. C'est auprès d'un RH, d'une personne responsable. Et là, il y a quand même le côté, la notion de se vendre, de se mettre en avant, dire « je suis la bonne personne, vous avez 100 fois raison de m'engager ». Et là, il y a une énorme, énorme différence. Pour avoir fait des entretiens, pour avoir discuté avec certains horlogers français, ils n'ont pas peur d'avoir vu une fois une opération pour le dire, voilà, moi je sais faire ça, ça, ça. Tandis que l'horloger, l'apprenti qu'on aura ici, qu'est-ce que vous savez faire? Déjà il va être là, oups, mon Dieu. Il doit conscientiser ce qu'il sait faire pour pouvoir le proposer. Ça c'est déjà un petit peu handicapant. Ouais. D'accord. Les ambitions des futurs horlogers suisses sont à peu près les mêmes que celles des horlogers formés à Morteau. Ici, il y a beaucoup d'entreprises, donc c'est vrai que niveau place de travail, je devrais pouvoir trouver sans trop de problèmes. Après, à voir sur qu'est-ce que j'ai comme possibilité. Il y a aussi à Genève, mais dans le canton, enfin en tout cas en Suisse, ça c'est sûr, quoi. Vous connaissez l'école de Morteau, l'école d'horlogerie de Morteau? Vous avez entendu parler de cette école? Non. Jamais, j'ai pas entendu parler. Tous ceux qui sortent, enfin 90 à 95% viennent travailler en Suisse. Ok. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est en Suisse qu'il y a la majorité des entreprises horlogères. Les Français, en général, ils trouvent pas forcément de travail chez eux. Donc forcément, ils viennent en Suisse et puis, je sais pas moi, mais je pense qu'ils sont d'accord d'être payés moins que les autres, en fait, juste pour pouvoir travailler, en fait. Le frontalier sous-payé. C'est l'idée reçue qui revient systématiquement. Faut dire qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver un emploi. L'école technique a même de la peine à trouver des stages pour ses apprentis. La pression, effectivement, sur les stages est importante, venant aussi de l'autre côté de la frontière. Souvent, on attend comme réponse « Désolé, on vient d'engager quelqu'un qui a été formé en France ». Et il y a aussi le fait que le système de formation en Suisse n'est pas toujours connu des ressources humaines dans les entreprises. Dans les entreprises en particulier françaises, souvent les responsables des ressources humaines viennent de France et connaissent bien le système français, mais beaucoup moins le système suisse. Une même région, deux pays, une frontière, des formations différentes et un franc fort qui aggrave les disparités salariales. Tout ça complique les données du problème.
Est-ce que le français frontalier est soluble dans le système suisse? Est-ce que les systèmes sont vraiment différents quelque part? On a la frontière, elle a de l'importance, mais on a, je pense que plus que est-ce que les frontaliers sont solubles dans un milieu suisse, est-ce que les conditions cadres sont bonnes pour que les entreprises puissent se développer, puissent fructifier, puissent créer des emplois? Je pense que c'est plutôt là. Si on avait suffisamment d'emplois, largement suffisamment d'emplois pour tout le monde, je ne pense pas non plus qu'il y aurait ces tensions. Histoire d'atteindre des sommets, Christophe Claret s'est installé sur les hauteurs du Locle, il y a plus de 30 ans. Horloger français formé à Genève, il s'est lancé dans la montre à très haute complication. Réalisée et produite en très peu d'exemplaires, à moins de 69 000 francs, tu passes ton chemin. C'est l'extrême one? Oui, voilà, oui. Et ici, les frontaliers sont majoritaires. Dans tout ce qui est direction, on s'est équilibré. Hein. Le responsable de la manufacture est suisse, mais sinon, on a à peu près moitié-moitié dans la direction. Par contre, c'est vrai, dans les collaborateurs, il y a un bon 75% de frontaliers. Frontaliers formatés, sculptés, squelettés et préparés dans la fameuse école d'horlogerie de Morteau. Une très bonne école, qu'on soutient pas mal d'ailleurs, puisqu'on dans la mesure du possible, on leur fournit des outillages et du matériel. Et on prend très souvent des stagiaires, mais c'est pas que Morteau. Si on avait des demandes de l'école d'horlogerie du Locle, on répondrait de manière positive, mais on en a peu de leur part. Donc on répond aux demandes que l'on a, en fait. Pour placer des stagiaires, ça fonctionne pour autant que l'entreprise veuille accueillir un stagiaire. Alors, quand M. Claret dit oui, on veut avoir des stagiaires, les 3 premières années où j'ai pris mon poste ici, j'étais en contact avec l'entreprise Claret. Chaque fois, je me suis fait promener. Il y a plus de demandes de stage de l'école de Morteau que de l'école du Locle, là? Oui, curieusement, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. On en a une récemment, donc on a été agréablement surpris, donc on l'a accepté. Si la maison Claret se plaît sur les coteaux chics du Locle, ses horlogers viennent pour la plupart d'ailleurs. Une grosse moitié, c'est des horlogers qui viennent de l'école de Morteau, oui. Donc il y en a plus qui viennent de l'école de Morteau que d'écoles suisses du Locle, par exemple? Ah oui, oui. Mais par contre, il y en a aussi beaucoup qui viennent d'écoles autres que Morteau. D'écoles de Nantes ou d'écoles de Finlande ou d'Irlande, d'Angleterre. Ils sont où les meilleurs horlogers? En Suisse ou en France? Oui, écoutez, il y en a en Suisse, il y en a en France, mais là on en trouve encore, c'est plutôt en France. Peut-être qu'aujourd'hui, l'horloger suisse n'a plus la cote, ou tout simplement coûte-t-il trop cher? Nous, on ne fait pas de distinction d'un salarié suisse avec un salarié français. On ne va pas prendre du salarié français parce qu'il nous coûte moins cher. Il y a une base de salaire qui est équivalente des deux côtés. Ici, la politique de la maison est claire. On commence au salaire plancher avec une formation en entreprise coûteuse, et puis on est très vite augmenté. Les employés peuvent également compter sur des primes. Comme 30% des entreprises horlogères, Claret n'adhère pas à une convention collective de travail qui garantit des salaires minimaux. C'est pas une publicité, hein, le mettre pas sur leur site internet. Venez chez nous, on n'est pas conventionnés. Non, ça, ils le font pas, mais ouais, j'imagine que certains ne sont pas conventionnés. C'est pas une obligation, hein. Faut bien voir ça, quoi. On pourrait pas imaginer une usine Christophe Claret à Morteau, par exemple? Ah non, très peu pour moi. À cause de quoi? De l'image ou des conditions de travail? Des charges sociales qui sont considérables en France. Et puis le manque de souplesse que l'on a en France par rapport à l'emploi. Parce que, vous savez, l'horlogerie, c'est comme ça. Hein. Alors si vous n'avez pas de possibilité de vous adapter au marché, ou simplement, une chose bête, un chômage technique. Le chômage technique n'existe quasi pas en France. C'est quelque chose qui ne se pratique pas et qui est très compliqué. En Suisse,
C'est très simple. Et ça, rien que ça, ça nous permet une souplesse en tant qu'entrepreneur qui est impossible en France. Jusqu'ici, tout va bien ou presque. Direction le sud de la Suisse. On change carrément de décor et d'ambiance. Le Far West en matière de libre circulation des personnes, ça se passe ici, au Tessin. Le 9 février 2014, les Tessinois ont montré de quel bois elles se chauffaient et ont voté massivement contre l'immigration de masse. Nous arrivons à Mendrisio, dans son trafic intense, ses usines, ses fumées, ses grandes surfaces. Graziella a trouvé un emploi il y a 13 ans dans ce centre commercial. Elle est italienne, frontalière, comme la plupart de ses collègues. Nous sommes environ 80%, voire 90% de frontaliers. C'est à peu près ça les pourcentages. Moi, je travaille à 80%. Je gagne environ 3 000 francs, vacances comprises. Combien on peut gagner en Italie pour un travail similaire? Si j'ai de la chance, 1 300 € probablement, mais en ayant beaucoup plus d'heures de travail. Et qu'en est-il du 13e salaire? On peut compter dessus en général? Il y a des industries à Stabio, par exemple, qui l'ont carrément aboli. C'est en train de devenir un instrument pour dire qu'on ne coupe pas dans votre salaire. Mais en réalité, cette coupe se fait, car avec le 13e salaire en moins, c'est la paye mensuelle qui diminue. Je vois passer des offres d'emploi qui vous glacent le sang. Un ami informaticien s'est vu proposer 1 000 ou 1 200 francs pour un mois de travail. On assiste vraiment à des situations terribles. Des chiffres étonnants, inimaginables. Autre témoin. Franco, lui aussi, est frontalier. Il travaille en équipe dans l'industrie, parfois le week-end. Le travail est pénible, mais correctement payé. Sur 100 ouvriers, on est à peu près 95 frontaliers. Mon salaire de base en francs tourne autour de 3 500. En Italie, en euros, le salaire équivalent serait autour de 2 200 €. Pour le salaire qu'on perçoit, les horaires qu'on fait, la quantité de travail que l'on a, un résident préfère profiter du chômage plutôt que de venir travailler. La menace pour le résident suisse, ce n'est pas seulement le travailleur italien, c'est aussi l'employeur italien qui déplace, installe, délocalise son entreprise en Suisse. Si les entreprises italiennes s'installent avec la mentalité italienne, la gestion à l'italienne, et que naturellement elles importent les salaires italiens, elles ont tout à y gagner en tant qu'entrepreneurs, et nous, comme employés, on a tout à perdre. Moins de charges sociales, moins de taxes, un code du travail très libéral, des paramètres en train de faire de la Suisse une terre de délocalisation. Nous nous sommes procurés des contrats de travail en vigueur dans l'industrie tessinoise. Pour cet ouvrier non qualifié, un salaire mensuel brut de 2 100 francs pour un plein temps. Et là, on touche le fond. 1 800 francs bruts pour un emploi similaire. Des salaires impensables en Suisse romande. Cadre dans l'industrie, Diego, résident tessinois, est le témoin depuis plusieurs années des dérives provoquées par la libre circulation des personnes au sein de son entreprise. Lorsqu'on renouvelle le personnel, c'est très rare que des résidents soient remplacés par d'autres résidents. En général, ils sont remplacés par des frontaliers. Ce n'est pas de la faute des frontaliers, évidemment, mais c'est une réalité. Le personnel frontalier est beaucoup plus flexible. On peut lui demander d'accomplir des tâches extraordinaires. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont le faire quand même parce que de l'autre côté de la frontière, il y a un taux de chômage qui est le double, peut-être même le triple, de ce que nous avons ici au Tessin. On est de la marchandise. Qu'on soit frontalier ou résident, on est de la marchandise. La libre circulation des personnes, ça n'est pas la libre circulation des personnes, mais celle de la marchandise, avec aucun droit et beaucoup de devoirs. Les syndicats essaient de remettre de l'ordre dans cette masse oscillante, de débusquer le fraudeur, de préserver quelques acquis. Mais le plus souvent, ils ne peuvent que constater les dégâts. Pourquoi une boîte, une entreprise de bâtiment devrait aller chercher un plombier à Milan, à Bergamo, lorsqu'il y a plein de plombiers
ici au Tessin. Poser la question, c'est y répondre, évidemment. Parce que ce plombier, il ne va pas venir à travailler en respectant le contrat collectif des plombiers, mais il va venir à la moitié. Ça se passe, ça, vraiment? Mais évidemment, parce que sinon, calculez seulement, pour faire venir un plombier, le payer aux conditions du contrat collectif tessinois. On doit lui payer le transfert de Bergamo jusqu'ici, l'essence et tout. Si on applique à la lettre le contrat collectif de travail, ça ne vaut pas la peine. Strictement pas la peine. Le vrai problème, c'est qu'on a accepté une libre circulation qui n'est rien d'autre qu'une mise en concurrence de travailleurs. Une libéralisation du marché en échange de rien, à zéro, gratuitement. On aurait dû demander, imposer au patron, vous voulez la libre circulation? Bon, nous on veut des vrais droits. Des vrais droits pour les travailleurs. Des vrais droits pour les travailleurs, ça passe un peu par les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire par des contrôles censés éviter la sous-enchère salariale. Ces contrôles sont faits par des commissions au sein desquelles employeurs, syndicats et administrations cherchent un terrain d'entente. Alors, si vous voulez mon opinion, justement, toujours d'homme du terrain, c'est du baratin. Les mesures d'accompagnement, ça ne sert pas à bloquer, à effacer, éradiquer le problème du dumping salarial et des autres. Ça, c'est la constatation qu'on peut faire. L'élément en partie nouveau, c'est que de plus on assiste dans ces secteurs comme la banque, les fiduciaires, le commerce, disons le tertiaire si on veut, où la présence de frontaliers, il y a encore 5-10 ans, existait mais était très marginale, très limitée. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, un employé de banque, il peut arriver à 6 000, 7 000 francs. Il est remplacé par un jeune universitaire italien qui parle 4 langues, formé avec déjà une expérience, qui accepte volontiers de toucher 3 500, 3 000, 4 000 francs. Et voilà que c'est le syndicaliste qui prend la défense de l'employé de banque. Ça veut dire que l'heure est grave au Tessin. Et c'est peut-être pas pour rien que les Tessinois ont voté en juin 2015 pour un salaire minimum. C'est évident que c'est plus facile en tant que travailleur résident de dire bon, le problème c'est le frontalier qui nous pique le travail ou qui accepte des salaires plus bas. Parce qu'arriver à la prise de conscience que c'est le patron la vraie source du problème, ça veut dire que tu dois commencer à lutter, à te mobiliser, à faire quelque chose contre le patron de ta boîte, de ton poste de travail. Et c'est clair qu'en Suisse, où il n'y a pas de protection contre les licenciements, que ça n'existe pas, c'est clair que c'est un pas en avant, un degré de conscience énorme. Les problèmes de sous-enchère salariale vont-ils contaminer le reste de la Suisse? Au-delà du message syndical, faut-il imaginer un dérapage à la tessinoise dans les autres régions du pays qui regorgent de frontaliers? Et notamment dans cette région bien connue qu'on appelle la Suisse romande. Alors, encore une information très importante pour boucler ce reportage. Vous avez entendu que le taux de chômage au local était de 7 à 8% au moment de notre tournage, en avril 2015. Depuis, il est un peu retombé, il était de 6,9% en octobre dernier. Et puis, pour ceux qui ont envie d'approfondir le problème, poser d'autres questions, nous avons invité sur notre forum de ce soir Sylvain Weber. Il est chercheur post-doctoral à l'Institut de recherche économique à l'Université de Neuchâtel et spécialiste de la question. N'hésitez pas à poursuivre la réflexion avec lui. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Les zoos suisses connaissent un succès inégalé avec plus de 5 millions de visiteurs par année. Mais comment vivent ces animaux en captivité? Véritables fourmilières aux apparences de 5 étoiles où des centaines d'employés sont aux petits soins. Les zoos font aussi parfois l'objet de polémiques. Les animaux souffrent-ils de la captivité? Pourquoi les abattre quand ils sont trop nombreux? Immersion derrière les grilles de 2 zoos suisses, Bâle et Servion.